Audience du président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu avec ses homologues du Burkina Faso et du Togo. Il a été question de coopération bilatérale, de questions régionales et sous-régionales. Dans ce journal, nous parlerons des préparatifs de la visite d'État du président de la République dans la région du Tonkui. Les populations de Biankouma se mobilisent. Le constat sur le terrain avec nos envoyés spéciaux. En football, les champions d'Afrique sont arrivés à Abidjan avec le trophée. Les Éléphantaux de Côte d'Ivoire ont remporté samedi dernier la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans. Bonsoir et merci de nous suivre pour cette nouvelle édition. Nous ouvrons ce journal avec des entretiens qu'a eu le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, avec ses homologues du Burkina Faso, Blaise Compaoré, et du Togo, Faure Gnassingbé. Au cœur des échanges, le traité d'amitié et de coopération ivoiro-burkinabé, signé le 29 juillet 2008, avec le président togolais, les discussions ont porté sur des questions régionales et sous-régionales. Le président de la République, Alassane Ouattara, a également accordé une audience à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite venu faire ses adieux au chef de l'État. Son Excellence Jamal Bakor regagne son pays après 5 années de fonction en Côte d'Ivoire. Direction la primature où le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a pour sa part accordé une audience ce matin à Doudou Diène, expert indépendant des Nations Unies. Les discussions ont porté sur le prochain rapport de l'année 2013 concernant la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. La lutte contre l'impunité et l'équité de la justice sont les éléments incontournables à la réconciliation en Côte d'Ivoire. Ce sont les conclusions de la conférence internationale sur l'impunité qui a récemment fermé ses portes à Yamoussoukro. Inscrite dans le cadre de la résolution 1721 du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, la rencontre comptait impulser une nouvelle dynamique au système judiciaire ivoirien. Ce lundi, à quelques semaines du prochain rapport portant sur les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Doudou Diène, expert indépendant des Nations Unies, s'est entretenu avec le chef du gouvernement. Le pluralisme politique est une des clés en ce qui concerne les droits de l'homme, en ce qui concerne aussi les droits économiques et sociaux et culturels. Et dans tous mes rapports, j'indique que d'après mon analyse et les rapports qui ont été publiés par la plupart des organisations internationales et des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire est engagée dans une dynamique démocratique réelle. Il est important que la diversité ivoirienne, qui est sa richesse culturelle, et sa diversité politique, s'inscrivent au niveau des institutions démocratiques. Notons que le dernier rapport sur les droits de l'homme dans le pays a été livré en mars dernier. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des Libertés publiques et des droits de l'homme, a fait le bilan de ses activités. C'était une occasion pour Nyenema Mamadou Koulibaly d'annoncer des réformes dans le système judiciaire ivoirien en matière pénale et civile. Cette annonce a été faite au cours d'une conférence de presse et c'est avec Gabriel Zani. La mise en place du tribunal de commerce d'Abidjan, la nomination de juges dans les tribunaux de première instance, des procureurs de la République plus regardants sur les enquêtes préliminaires et sur les règlements de procédure constituent les innovations majeures apportées au système judiciaire. Des résultats satisfaisants à retenir de son bilan fait ce lundi devant la presse nationale et internationale. Mais le garde des Sceaux veut offrir mieux aux Ivoiriens. Il est nécessaire de moderniser la gestion des actes de justice. Ainsi, nous envisageons que les certificats de nationalité et les casiers judiciaires soient obtenus dans les meilleurs délais et que, s'ils soient délivrés, cela quelle que soit la juridiction de leur établissement. Dans les réformes annoncées par le ministre, les lieux et les conditions de détention des prisonniers devront être désormais plus modernes et plus humains pour éviter les évasions massives constatées l'année dernière. Les actions prioritaires envisagées pour l'univers carcéral concerneront la santé, l'alimentation et l'hygiène dans les établissements pénitentiaires. Il est ainsi prévu que dans chaque prison, la présence des médecins soit assurée à temps partiel selon un calendrier préétabli.
Un infirmier devra cependant être disponible à temps plein. Selon le ministre, une justice de célérité, d'équité à visage humain contribuerait à n'en point douter à la réconciliation et la cohésion sociale. Il entend adapter les textes de loi aux réalités des populations dans ce sens. Un atelier de sensibilisation des acteurs de la justice ivoirienne sur les textes de l'acte uniforme de l'OHADA. Les nouveaux textes de l'organisation ont été révisés en décembre 2010. Il s'agira d'informer et de sensibiliser les acteurs de l'appareil judiciaire ivoirien sur les nouvelles procédures d'octroi de crédit et de remboursement. Francis Boifo nous en parle. Une sûreté est l'affectation au bénéfice d'un créancier, d'un bien, d'un ensemble de biens ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique et la nature du montant qui lui est affecté, montant fixe ou fluctuant. L'acte uniforme portant organisation des sûretés a été révisé en 2010 par les pays membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA. Et pour cause, l'application de certains tests posait problème. Voici un exemple. Le débiteur devait écrire en lettres et en chiffres, conditions de validité. On a vu que cette procédure qui est de nature à être un frein au crédit, parce que dans la zone UEMOA, il y a eu beaucoup de problèmes dans certains pays. Avec l'acte uniforme révisé portant organisation des sûretés, l'on note une amélioration des procédures. Désormais, le cautionnement est valable, mais c'est une condition de preuve, donc pour faciliter le crédit. Autrefois, on ne pouvait faire des hypothèques que sur des biens existants. Et donc, il y avait un vide juridique en ce qui concerne les biens futurs. Je n'ai pas un immeuble aujourd'hui, mais il est sûr que demain, j'aurai un immeuble. Ce n'est pas hypothétique, mais c'est vraiment dans le futur, je vais avoir un immeuble. Donc, je donne l'immeuble que j'aurai demain en garantie de ma créance et on le prend. Entre autres dispositions nouvelles, l'instauration d'un agent de sûreté permettant aux banquiers et investisseurs d'assurer le suivi et la gestion complète des crédits. La propriété d'un bien mobilier pourra désormais être cédée à titre de garantie. C'est pour informer les acteurs de l'appareil judiciaire ivoirien sur les nouveaux tests relatifs à la sûreté que se tient le séminaire d'Abidjan. Il s'achève ce mardi. L'Afrique de l'Ouest est le centre d'assistance technique du Fonds monétaire international qui soutient les 8 pays de l'UEMOA, la Guinée et la Mauritanie, par le renforcement des capacités de leurs administrations financières. Le comité d'orientation de cette institution a procédé à son bilan annuel en présence de la Banque africaine de développement et les bailleurs de fonds européens. La cérémonie s'est tenue au siège d'Afrique de l'Ouest au sein de la BCAO Plateau. Jean-Jacques Kwame. Ouvrant les travaux du comité d'orientation, le représentant du ministre en charge de l'économie et des finances a souligné l'importance du centre d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest dans la mise en œuvre du programme de réforme des administrations financières ivoiriennes, notamment l'application du système d'analyse des risques en douane, le renforcement des capacités du ministère de l'économie et des finances à mener des études de viabilité de la dette et à formuler des stratégies d'endettement à moyen terme. En ce qui concerne les États membres, Afrique de l'Ouest a créé une direction des moyennes entreprises pilote au Sénégal à l'élaboration d'un outil de prévision de la masse salariale au Bénin, à la production de comptes nationaux en Mauritanie et bien d'autres stratégies pour contenir les dettes contractées par les États membres. Fort de ces performances, le comité d'orientation a approuvé le programme de travail pour l'exercice financier 2014. Cependant, les défis restent à relever par les politiques des différents pays. Il est important d'avoir une gouvernance qui veut, il y a un engagement des autorités politiques pour mener à bien ces réformes-là. Pas d'engagement des autorités politiques, il devient difficile sur le terrain de mettre en place des réformes qui ne sont pas appuyées par le gouvernement et les autorités politiques. Créé en 2013, le Centre d'assistance technique pour l'Afrique de l'Ouest regroupe les 8 pays membres de l'UEMOA, la Guinée et la Mauritanie. Il a pour rôle, à travers le renforcement des capacités, d'assister les pays membres dans la mise en œuvre des politiques de stabilité financière et de promotion de la croissance. Intéressons-nous à présent à la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Tonkui, précisément à Biankouma, où les populations se mobilisent autour de l'arrivée du chef de l'État. Reportage Alvorassa.
C'est sur ce site, en face de la préfecture de Biancouma, qu'aura lieu la rencontre entre le président de la République Alassane Ouattara et les populations de cette localité. Des populations qui, selon le nouveau maire Jean-Jacques Maniga, vont battre le record de la mobilisation dans la région du Tonkpi parce que, pour elle, le chef de l'État est un fils adoptif de Biancouma. Le docteur Alassane Dramane Ouattara, fils du village, dès que nous avons eu l'annonce de sa visite officiellement, nous nous sommes précipités pour donc informer tous les parents à dégager cette journée-là pour qu'un accueil très chaleureux et digne du chef de l'État soit donc réservé. En plus des travaux, des réunions se tiennent régulièrement sous la conduite du préfet Ndringuessa. Plusieurs commissions sont mises en place. Mobilisation, animation, transport, santé, accueil, restauration. Rien n'est négligé. Tout cela parce que Biancouma, première localité à visiter par le président de la République Alassane Ouattara lors de cette visite d'État, veut donner le ton de la réussite. Et toujours dans le cadre des préparatifs autour de l'arrivée du chef de l'État dans la région du Tonkpi, les populations sont appelées à la prudence, notamment les automobilistes. Cet appel vise à éviter les accidents de la circulation dans la période du 1er au 4 mai lors de la visite du président de la République, Alvorassa. La visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région du Tonkpi verra un balai de véhicules dans la région. Et si le réseau routier de cette région fait partie des meilleurs en Côte d'Ivoire, en dehors de l'axe d'Anané-Zouaounié, où il y a des nids de poules, la prudence doit être de mise. Il y a beaucoup de virages dangereux et des ravins. Plusieurs villages comme Grès-Pleu, Sonleu, Blonleu, Plat-Pleu sont traversés par les routes qui relient les départements de Biancouma, d'Anané, Zouaounié et Mont. Il faudra donc faire attention aux populations, celles qui se rendent aux champs et surtout les enfants. Autre danger pour les automobilistes, les bœufs, qui sont conduits de localité en localité à la recherche d'espaces verts pour être engraissés. La première dame a une fois de plus fait parler son cœur dans l'ouest du pays. Dominique Ouattara a fait des dons aux femmes des départements de Danané et de Zouaounié. Mamadou Kouassi revient sur les temps forts de cette action de portée sociale. Des pas de danse de réjouissance en pays d'un. Les femmes de différentes appartenances religieuses, politiques et ethniques de Danané et de Zouaounié expriment leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Pour la deuxième fois en un an, elle bénéficie de matériel agricole afin de renforcer les acquis des coopératives féminines qui, grâce aux premiers dons, ont produit des centaines de tonnes de riz et de manioc, ainsi que des milliers de tonnes de produits vivriers. Les centres de santé et les écoles n'ont pas été oubliés par la bienfaitrice. Ces structures reçoivent du matériel de bureau, des tables d'accouchement, des lits d'hospitalisation, des kits d'incitation à la consultation prénatale, du matériel didactique et des vivres pour les cantines scolaires. Les jeunes filles et les nouvelles mamans ont aussi bénéficié du geste de la première dame Dominique Ouattara. Elles ont reçu des machines à coudre et des couffins pour les bébés. Le groupe présidentiel qui sait que l'Ouest, cette grande partie du territoire ivoirien a payé un lourd tribut à la guerre. Cette région mérite d'être réhabilitée de manière intégrale et harmonieuse. C'est pourquoi aucun effort n'est de trop pour que cette région soit encore belle et qu'il y fasse bon vivre. C'est pourquoi la première dame n'arrête pas de chercher les solutions, de chercher les voies et moyens pour vous soulager, pour vous aider à vous impliquer dans le développement socio-économique de votre département. Les femmes, au nom de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Grâce à ces dons, les femmes de Danané et de Zouaounié promettent leur indépendance économique et surtout l'autosuffisance alimentaire dans la région du Tonkpi. Le ministre d'État, ministre du Plan du Développement, Albert Mabrouk-Touakus, par ailleurs fils de la région, exhorte les populations à gagner le pari de la mobilisation pour la prochaine visite du chef de l'État dans le Tonkpi. Tous les départements de la région du Tonkpi ont déjà bénéficié de la générosité de la première dame de Côte d'Ivoire. En quelques jours, ce sont des dons d'une valeur de 200 millions de francs CFA qui ont été distribués aux populations de la région afin de les soulager et surtout pour contribuer à leur prise en charge socio-économique.
Les cascades de Mans ont longtemps fait la fierté de l'ouest montagneux de la Côte d'Ivoire. Dans le passé, ce site, qui fait partie du patrimoine touristique de notre pays, attirait les touristes du monde entier. Aujourd'hui, ce lieu qui était autrefois la vitrine du Tonki laisse à désirer du fait de son état de dégradation avancé. Le constat de Michel Digri. Une partie de baignade de gamins au pied des cascades de Mans en eau trouble. Ces cris de joie traduisent l'insouciance de ces mômes venus de Diokoué. Mais pour les organisateurs de cette visite touristique et pour certains adultes, la menace de risque de maladie est bien réelle. L'eau est un peu sale là, donc moi ça ne me donne pas le courage de me laver. C'est malgré nous que ces enfants se plongent dans ce dos. Et j'ai la peur au ventre que nous pensons dépenser au niveau médicalement pour pouvoir les soigner, parce que c'est très sale. Du côté des professionnels de la santé, l'on informel, les populations courent des risques en se baignant dans cette eau. Donc les maladies sont atteintes, sont ce qu'on appelle les maladies des eaux, notamment les maladies transmissibles par l'eau. Vous avez le choléra, vous avez une infection digestive qui peut attraper là, et une infection parasitaire aussi qui peut attraper dans cette eau. Les cascades de Mans ne font plus rêver, tout comme la piste qui mène au site. Ce ne sont pas les usagers qui empruntent cette voie qui diront le contraire. Pour avoir accès aux cascades, les visiteurs doivent payer chacun 200 francs CFA, une somme qui servirait à alimenter une caisse d'épargne. C'est le village qui nous a envoyé ici. Quand l'argent sera beaucoup, on va essayer d'entretenir la cascade. Anarque ou bonne volonté, dans tous les cas, en attendant de récolter les fonds escomptés, le site se meurt. Voici ce qui reste du pont de Liane. On nous disait que c'était liane, mais on dit que les lianes sont coupées maintenant, donc c'est la trace. À cause de la trace, donc ils ont mis les cordes maintenant pour qu'on puisse voir la trace de la liane. L'on prend tout de même le soin d'immortaliser la scène avant que le pont de corde ne disparaisse un jour. Les nouvelles autorités municipales, elles, n'entendent pas laisser le site se dégrader davantage. Un peu plus loin d'ici, les paysans ont commencé à faire des champs qui empêchent évidemment l'eau de couler correctement pour arriver jusqu'à la cascade. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'aller vers ces populations et essayer de leur dire qu'ils ne sont pas au bon endroit. Nous allons refaire aussi le pont de Liane ici, sur ce même site. Les cascades de Mans, un don de la nature à la région du Tonki, mais un héritage qui risque d'être cédé en lambeaux aux futures générations si celle d'aujourd'hui ne fait rien pour restaurer le site. Le bilan de la régulation des élections couplées régionales et municipales a été fait par la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Ce bilan était essentiellement consacré à la couverture médiatique de ces élections. Honorine Anigori. Les dirigeants de la Haute Autorité de Communication Audiovisuelle apprécient la stratégie de couverture médiatique des élections couplées municipales et régionales du 21 avril par la radiodiffusion télévision ivoirienne sur le plan qualitatif et quantitatif. Ils se félicitent également du travail effectué par les radios de proximité. Globalement, les radios de proximité se sont très bien comportées, se conformant ainsi aux décisions que la Haute Autorité avait déjà arrêtées bien avant ces élections. Il y a eu également une excellente couverture de la part de la RTI. Le directeur général de la ACA, René Bourgoin, revient sur la mission assignée de cet organe de régulation. Cette mission procède de la loi. La loi impose en effet à la ACA non seulement de garantir l'impartialité des services publics de la communication audiovisuelle, notamment la radiodiffusion sonore et télévisuelle, mais d'en assurer l'impartialité. Au niveau de la RTI 1 et RTI 2, s'agissant des élections municipales, les circonscriptions électorales couvertes par RTI 1 et RTI 2 sont au nombre de 120, soit un taux de couverture de 60,91%. En ce qui concerne les régionales, le nombre de circonscriptions électorales est de 31 et le nombre de circonscriptions couvertes est de 29.
donc soit un taux de couverture de 93,54%. La Haute Autorité de Communication Audiovisuelle célébrera ses 2 ans d'existence ce mardi 30 avril. Je vous fais à présent lecture d'un communiqué de l'Assemblée nationale. Monsieur Soro Kigbafori Guillaume, président de l'Assemblée nationale, convoque mesdames et messieurs les députés à la séance plénière qui se tiendra demain mardi 30 avril 2013 à 10 h à l'Assemblée nationale. Ordre du jour, examen et adoption de l'ordre du jour des travaux de la première session ordinaire de l'année 2013. Elles ont décidé de parler désormais d'une seule et même voix pour faire changer les choses. Les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire ont créé une coalition qui a pour objectif de faire la promotion des droits des femmes et assurer l'égalité des sexes en Côte d'Ivoire. Victorine Yaoyoboui. Pour faire de l'égalité des sexes une réalité en Côte d'Ivoire, les femmes députées ont trouvé les ressources nécessaires pour se mettre au-dessus des clivages politiques. Résultat, elles ont décidé, issues du séminaire de Grand Bassam, de créer une coalition des femmes parlementaires. Son objectif, définir un cadre réglementaire qui valorise les compétences féminines afin de le soumettre au gouvernement. Quand on parle de l'implication de la femme en politique, c'est d'abord les partis politiques, parce que c'est au sein des partis politiques que les femmes doivent se faire valoir et imposer une certaine ligne de conduite à ces partis-là pour les emmener à aider les femmes à se faire entendre dans les différents partis politiques. C'est un cadre que nous allons amener le gouvernement à arrêter pour que, par exemple, quand on dit il faut 30% au niveau des élections, que chaque parti puisse respecter cela. Et si ce n'est pas respecté, qu'il y ait des sanctions. L'autre volet de ce cadre réglementaire concerne l'autonomisation des femmes. Quand vous prenez l'économie de notre nation, plus de 50%, ce sont ces femmes-là qui font cette économie-là. Et donc, le caucus que nous allons créer va nous permettre de faire un lobbying auprès des bailleurs de fonds, auprès du gouvernement, pour que ces femmes-là soient aidées dans leurs activités. Vous voyez la loi qui vient d'être votée au niveau du Code de la famille, où on dit qu'il y a quand même l'égalité au niveau de la gestion de la famille. Mais ça veut dire qu'il faut aider la femme à jouer sa partition à ce niveau-là. Ce cadre réglementaire prend également en compte la prise en charge des femmes victimes de la crise post-électorale. Un comité ad hoc a été mis en place pour travailler sur ces différentes questions. Le projet qui en résultera sera présenté le 10 mai prochain au président de l'Assemblée nationale. Un mot de santé, les cardiologues ivoiriens et tunisiens s'unissent pour une meilleure prise en charge. Ces cardiologues invitent les éventuels patients malades du cœur issus des pays de l'Afrique de l'Ouest à se rendre à Abidjan pour leur traitement. Lansina Ouattara. Internée à l'Institut de cardiologie d'Abidjan, cette dame souffre d'un épanchement péricardique liquidien. En d'autres termes, elle a le cœur baigné dans un liquide qui le fait grossir. Le danger, c'est qu'avant d'être conduite dans ce seul centre certifié en Côte d'Ivoire, elle ignorait les maladies du cœur. Ça fait 30 ans que je suis à Abidjan, mais je n'ai jamais eu un problème de ce genre, donc le service, normalement, je ne le connais pas. C'est dans ce jour que j'ai commencé à faire des examens, ECG, tout ce qui concourt à démontrer qu'est-ce qui ne va pas au niveau du cœur. J'ai fait tous les examens. Et le dernier examen ce matin, c'est lui qui démontre que mon cœur n'est pas bien. Pour une meilleure prise en charge des maladies du cœur, notamment l'angine de poitrine, les infarctus, les insuffisances cardiaques, l'hypertension artérielle et bien d'autres, une rencontre vient de se tenir à Abidjan. Africardio 2013, organisée par les sociétés ivoiriennes et tunisiennes de cardiologie, veut capitaliser les expériences et s'adapter aux changements. Nous sommes en train de mettre nos expériences en commun pour dégager un pôle d'excellence. Au lieu d'évacuer des patients en France, où souvent il faut le visa, ce qui n'est pas facile. Et après le visa, ça coûte cher. On pourrait évacuer tous les malades de la zone ouest africaine à Abidjan. Avec les plateaux techniques de la Tunisie et un système de santé plus performant, la Côte d'Ivoire veut s'appuyer sur cette expertise et positionner ses ressources humaines et matérielles. Hors de nos frontières, un soldat français de force spéciale a été tué cet après-midi dans l'extrême nord du Mali. Il s'agit du 6e soldat français tué au Mali depuis le début de l'intervention française dans ce pays, le 11 janvier.
L'actualité en bref sur le continent nous conduit au Cameroun, mais commençons par la Libye, où des collaborateurs de l'ex-président Kadhafi sont considérés comme indésirables. Ils sont toujours là devant le ministère des Affaires étrangères libyen. Depuis dimanche, plusieurs dizaines d'hommes armés encerclent ce bâtiment situé en plein centre de Tripoli. Leur revendication, que les collaborateurs et hauts fonctionnaires du régime Kadhafi soient écartés des postes à responsabilité. C'est ce que prévoit la loi dite d'exclusion politique qui doit être votée par le Parlement. Mais cette loi provoque bien des remous, car si elle était appliquée, de nombreux responsables politiques seraient exclus. Au Cameroun, la proclamation des résultats officiels des élections sénatoriales, les premières de l'histoire du pays. Des résultats sans surprise puisque c'est le RDPC, le parti du président Paul Biya, qui arrive en tête avec 56 sièges, suivi par le Front social-démocratique de John Frundi qui obtient 14 places, l'opposant historique qui a été d'ailleurs battu dans son fief. Le président doit encore nommer 30 sénateurs supplémentaires. Le Sénat choisira ensuite son président. Un rôle clé puisque c'est lui qui assurera l'intérim en cas d'empêchement du chef de l'État. Des ONG œuvrant dans la conservation active des éléphants dans la sous-région de l'Afrique centrale ont appelé les chefs d'État de la sous-région à tout mettre en œuvre pour sauver les éléphants victimes d'un grand braconnage ces dernières années. En 10 ans, le nombre d'éléphants de forêt a chuté de 2/3. Cet éléphant de forêt qui se baigne tranquillement au Congo est peut-être déjà dans le viseur d'un trafiquant. En Afrique centrale, cette espèce est littéralement décimée par les braconniers. Cameroun, Congo, RDC, Tchad, dans ces pays en 10 ans, le nombre d'éléphants de forêt a chuté des 2/3. Un constat très alarmant dressé par 8 ONG internationales lors d'une réunion de crise à Brazzaville. Les personnes qui font cette chasse illégale sont en grande partie impunies. Voilà, donc ils disposent des moyens de chasse, ils disposent des ressources financières et humaines qu'ils utilisent comme ils l'entendent et pratiquement sous la bénédiction de certaines autorités. Nous avons eu à mettre la main sur un sujet étranger, notamment un Tchadien, que ce dernier a bénéficié de sa liberté sans aucune raison. Cette impunité encourage les braconniers dans leur besogne macabre. Au Congo, entre 2009 et 2011, 5000 éléphants ont été abattus pour leur ivoire. Un commerce illégal, mais qui prolifère, comme le montre cette saisie opérée voici quelques mois au Cameroun. Il faut dire que cet or blanc est très recherché en Chine et en Thaïlande. La demande croissante pour cet ivoire dans ces deux pays-là a poussé justement les prix d'ivoire à des niveaux records, ce qui encourage les individus de la région à se joindre à ces réseaux criminels internationaux. Pour sauver les éléphants, ces ONG appellent les pays d'Afrique centrale à prendre leurs responsabilités. Traquer les braconniers qui opèrent aujourd'hui à échelle industrielle et mettre fin à l'impunité. Sans quoi, d'ici quelques années, ces pachydermes majestueux auront disparu des forêts africaines. Après leur brillante victoire à la CAN 2013, les éléphants cadets sont rentrés du Maroc dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Ils ont été accueillis par le ministre des Sports, la Fédération ivoirienne de football, ainsi que de nombreux Ivoiriens qui, malgré leur avancée, ont voulu rendre hommage aux champions. Cathy Touré. Partir par la petite porte et revenir en héros. C'est la leçon donnée à tous par les éléphants cadets qui tiennent dans leurs petites mains le 2e trophée continental du football ivoirien, toutes catégories confondues. Un grand défi relevé par ces jeunes pleins de volonté. La fierté de la Fédération ivoirienne de football. Un instant de bonheur attendu par le pays depuis 21 ans après celui des seniors. Nous sommes très heureux de ramener ce trophée en Côte d'Ivoire. Car depuis très longtemps, la Côte d'Ivoire cherche ce trophée. Donc nous sommes très fiers de ramener ce trophée à notre pays. Ensemble, on a serré les coudes et ensemble, on a gagné. Honneur est fait aux champions par les populations avec à leur tête le ministre Alain Lobognon à leur arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny. Conquérants, solidaires, responsables, les qualificatifs ne manquent pas à l'endroit du coach Kamara Ibrahim et ses poulains et devraient inspirer plus d'un.
Et c'est sur cette note de victoire que nous refermons cette édition. Souvenez-vous, les programmes se poursuivent sur www.rti.ci. Bonne fin de soirée sur nos antennes.